Bonjour à tous, bienvenue à cette 57e journée du Centre Alfred Binet, le temps passe. Je voudrais d'abord dédier cette journée à Gérard Lucas, qui nous a quittés cet été, qui fut directeur du Centre Binet et directeur général adjoint de la SM13, psychanalyste à la SPP, membre formateur, jusqu'à une période encore très récente, jusqu'à ce qu'il puisse finalement, que ces gens ne le portent plus jusqu'à nous. Il était encore extrêmement présent dans nos séminaires, nos journées, nos activités scientifiques et comme superviseur auprès des analystes en formation à la psychanalyse de l'enfant et de l'adolescent. Son infatigable désir de transmettre, la clarté et la rigueur de sa pensée constituent un précieux héritage. Et puis, je voudrais beaucoup remercier Gilbert Dietkin d'avoir accepté de présider notre journée. On est très honorés, très contents de passer cette journée avec toi, Gilbert. Alors, je vais présenter Gilbert Dietkin pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Gilbert est psychiatre, psychanalyste, membre titulaire formateur honoraire de la Société psychanalytique de Paris. Il fut ancien interne des hôpitaux de Paris. Il a travaillé à Genève, au service d'hospitalisation à domicile de la SM13, puis comme attaché de recherche à l'INSERM, dans le service du professeur Bourguignon à Créteil. Je ne dis pas de bêtises. Il a exercé comme médecin au centre psychothérapique Le Couteau de Vitry pendant 30 ans, auprès de ce que moi j'ai toujours appelé les enfants terribles et de leur famille. J'ai quelques raisons familiales d'avoir des petits mots d'enfant à l'égard du coteau. Il a présidé la SPP de 1993 à 1995 et a contribué à la formation des psychanalystes en Europe de l'Est, en Turquie et en Algérie. Je pense que ça sera plus facile si vous laissez la porte ouverte parce que je pense que ça va passer son temps à... Enfin, faites comme vous voulez, mais... Enfin, puis même pour nous, c'est peut-être plus confortable. Merci. Gilbert a été lauréat du prix Maurice Bouvet en 1985 et il a écrit de très nombreux articles. Parmi ses nombreux ouvrages, je ne vais citer que les plus récents et ceux que j'ai particulièrement lus, aimés. Enfin voilà, bon, bref, c'est un choix tout à fait subjectif. Le surmoi culturel et du divan de Freud au processus de l'interprétation. Merci encore Gilbert d'être parmi nous. Alors maintenant, je vais commencer. On va rentrer dans le travail. Alors, comment expliquer l'écart entre les nombreuses déclarations actuelles d'adultes d'abus incestueux dans leur enfance et le peu de situations que nous recevons au centre Binet, même si nous le verrons, il y en a un certain nombre de situations. C'est cette question qui s'est imposée à l'origine de cette journée. Notre nécessité de protéger, contenir et retenir, protéger, contenir et retenir, et fascination du secret. De quel voyeurisme serions-nous atteints à parler d'inceste dans une journée publique? Les effractions du corps ne sont pas un symptôme comme les autres. S'agit-il d'un paradoxe? La psychanalyse, tout en étant l'objet d'un rejet, aurait-elle infusé dans le socius? Effectivement, c'est bien d'actualité en ce moment. L'horreur et le droit des enfants sont mis en avant, mais reste-t-il possible de fantasmer face au réel? En ne s'intéressant pas à l'inconscient des patients, on en oublie l'inconscient de la discipline, de son histoire. Et de fait, l'affaire n'est pas récente, si l'on se réfère aux travaux de Claude Janin notamment. Et plus récemment, nous sommes loin d'être seuls à nous poser des questions pour le champ de la discipline sur les rapports entre événements et réalité psychique. Concernant la question de l'inceste, 2 livres sont sortis récemment, Le scandale de la séduction d'Isabelle Alfandari et L'effacement du traumatisme de Carlo Bonomi. Brigitte Bergman et Éric Corbobès m'avaient conseillé leur lecture, qu'ils en soient ici remerciés. Ces 2 ouvrages
mettent en évidence l'importance des incestes familiaux sur la pensée freudienne et aux origines de la psychanalyse. Au XIXe siècle, il est généralement admis par la communauté médicale que l'origine des névroses, et plus particulièrement de l'hystérie, est à chercher du côté d'une séduction par l'adulte, notamment dans le cercle familial. Bomoni décrit une pratique chirurgicale répandue des organes génitaux, castratrices et mutilatrices, thérapeutiques par excellence de l'excitation, notamment à destination des femmes et des enfants. Il documente précisément le travail de Freud comme pédiatre à Vienne pendant 10 ans, avant 1896, tout au contact donc de ses idées et de ses pratiques. Donc ces deux auteurs s'intéressent à ces questions peu partagées par la communauté psychanalytique, à l'exception des débats quelque peu caricaturés entre Freud et Ferenczi notamment, tout en montrant le cheminement des découvertes psychanalytiques, en particulier la valeur heuristique des conceptions concernant la sexualité infantile, qui contribueront durablement à faire évoluer les mentalités et par là même participeront à l'abandon de ces pratiques barbares. Alors, je vais commencer par la théorie de la séduction et la psychanalyse. La mise à jour par Freud des effets traumatiques et pathogènes de la séduction est inaugurale. La psychanalyse est fondée sur la décision de tenir les réminiscences des patientes hystériques pour des fantaisies plutôt que pour des scènes réelles. Ce renoncement bien connu à sa neurotica lui permet d'élaborer le concept de réalité psychique. Mais alors la question devient dès lors, que faire du réel ? Le risque devient de méconnaître les effractions de la réalité, des traumatismes. Que faire face à une révélation d'inceste ? Comment parvenir à continuer à écouter la réalité psychique face au réel ? Comment ne pas se défendre de l'effraction du réel traumatique sur notre écoute ? Avant 1897, Freud, en homme de son temps, comme j'en ai dit un mot, considère la séduction comme traumatique, cause d'affection psychique, facteur déterminant spécifique dans l'étiologie donc de l'hystérie et de la perversion, notamment quand elle a lieu comme expérience, je cite, de passivité sexuelle avant la puberté. L'historien Alain Corbin décrit les représentations des mauvaises mœurs des servantes, vécues comme des parasites domestiques, risquant d'influencer, selon Freud, mais pas seulement selon lui, les jeux sexuels entre enfants. Son intuition est fulgurante. Le traumatisme est une sanction après coup d'un événement sexuel précoce, élément non traité car incompréhensible, rebut inoubliable mais non traitable. Ce dernier est à l'origine d'une trace mnésique refoulée mais susceptible d'être remémorée sous l'effet d'un travail de parole. Ainsi, la théorie de la séduction permet l'élaboration de concepts clés, bien connus, conflit intrapsychique, trace mnésique, refoulement. Néanmoins, il est à noter que cette théorie va laisser le père de côté. L'inceste est passé sous silence. Un abus sexuel comme un autre. Le crime paternel reste le grand scandale. Alors j'ai pensé à un opéra de 1900 qui est très peu connu, enfin vous avez peut-être vu, Louise de Gustave Charpentier, je vous en raconte deux mots de l'histoire, d'une jeune fille, d'abord, on est en 1900, d'abord quand il est écrit, une jeune fille d'abord abusée par son père avec la complicité maternelle, et puis séduite par un jeune homme et les joies parisiennes, mais qui va se retrouver contrainte de retourner dans le giron familial incestueux. Ça ne tourne qu'autour de ça, c'est assez... L'abandon de la première théorie de la séduction conduit à se concentrer sur la scène psychique. Désormais, les souvenirs d'abus sexuels sont retraduits en fantasmes de séduction. Il ne s'agit pas d'une disqualification de la réalité du traumatisme, mais d'une modification de son origine psychique, désormais fantasmatique et non plus nécessairement événementielle, factuelle. Certains analystes, dont Michael Balint, élève de Ferenczi, y voient l'énigme de motivation personnelle chez Freud. En tout état de cause, un gain métapsychologique accompagne ce renoncement.
La découverte de la réalité psychique, soit l'impossibilité de distinction entre vérité et fiction investie d'infect dans l'inconscient, tout en préservant le père, garant de l'ordre réel ou supposé. Mais Freud saisit aussi que le père sera toujours mis en accusation, sa responsabilité toujours engagée, quel qu'il soit. Au fond, celui qui ne répond pas sera un père défaillant, non moins coupable qu'un abuseur. Autrement dit, la confusion entre la scène psychanalytique et la scène morale, voire judiciaire, conduit à une impasse, et Freud déduit de la première scène de séduction la scène de l'inconscient elle-même. Dès lors, il n'appartient plus à l'analyste de se prononcer sur la véracité des désirs inconscients, ni sur la réalité des idées préconscientes. L'analyste se fait interprète, se dégageant de tout jugement, de toute enquête. Les réminiscences d'abus sexuels sont soumises au même régime d'indécidabilité que les rêves et les fantasmes que l'analyste ne peut confirmer ni infirmer. Les scènes de séduction ne sont pas niées comme ayant un fondement réel, mais ne peuvent plus être immédiatement transposées en événements. Il en va d'une réserve éthique. Dans cet entre-deux persiste une distorsion qui nécessite traduction, interprétation, construction. Le fantasme de séduction ne peut plus s'entendre à la lettre, il n'en est pas pour autant une falsification volontaire, ni dépréciation ni condamnation, Freud y voit le vestige précieux de la vie infantile refoulée. Le fantasme, quant à lui, est une formation en rapport avec une source d'excitation externe ou interne, qui n'exclut donc pas les abus d'autrui. Ces scènes ont une autre origine que celle que le sujet croit se rappeler, mais sont tout autant traumatiques. Les effets psychiques résultant d'une séduction imaginaire ou réelle, finalement, sont les mêmes. Alors, la sexualité entre adultes et enfants. La théorie de la sexualité infantile prend la relève de la théorie de la séduction, avec la découverte du complexe d'Oedipe, organisateur de l'interdit de l'inceste. L'enfant devient dès lors celui qui porte la responsabilité du délit comme de la culpabilité. La séduction devient structurelle, structurante. Les scènes d'abus fictifs constituent alors des moyens de défense de l'enfant à l'égard de sa culpabilité oedipienne et de son auto-érotisme. Karl Abraham va aller plus loin, considérant certains enfants comme séducteurs au point de provoquer l'adulte et de se rendre responsable des abus sur leur personne. L'enfant, par sa sexualité infantile désordonnée, selon lui, attirerait l'adulte, mais Ferenczi comprend que la signification des messages sexuels ne relève pas d'une langue commune à l'enfant et l'adulte, je vais y revenir. Ce dernier, donc Ferenczi, reproche implicitement à Freud l'abandon du traumatisme comme facteur pathogène de la névrose, et se basant sur les aveux en analyse d'adultes de passage à l'acte sur les enfants, constate que les séductions incestueuses sont plus nombreuses qu'on ne le pense, ou qu'on voudrait le penser. Au passage, je me dis que la question de la neutralité de l'écoute analytique est par là même interrogée. Pour Ferenczi, l'amour oedipien de l'enfant adressé aux parents ne vise que la tendresse, nécessaire à l'enfant qui joue en imagination. Si les tendances incestueuses de l'adulte prennent le masque de la tendresse, elles forcent prématurément les sensations génitales de l'enfant, car il n'aspire qu'au jeu et non à la manifestation violente de la passion. Fin de citation. Les provocations oedipiennes de l'enfant ne peuvent être prises au sérieux, dans la mesure où il ignore l'inflexion érotique caractéristique du courant passionnel. Ce que Freud va refuser là dans leur débat, c'est de renouer avec la notion préanalytique d'une innocence sexuelle de l'enfant que viendrait pervertir la sexualité adulte. De fait, Ferenczi récuse en partie l'idée freudienne que la sexualité infantile pourrait être simplement d'origine interne et soutient qu'une part de séduction réelle s'introduit nécessairement dans le développement psychique de l'enfant. L'adulte est certes responsable, mais il précise le caractère inconscient de la séduction dans les rapports entre parents et enfants. Jean Laplanche récusera nettement l'idée d'une sexualité infantile endogène que l'enfant se donnerait à lui-même, mais elle est avec le narcissisme primaire inséparable de la relation à l'autre.
Mais la construction de l'origine est par essence indécidable. L'idée d'une relation originaire n'exclut pas un sens déjà là, mais même en mal de symbolisation, et André Green ne renoncera, lui, ni à la pulsion, ni à l'importance des objets. Mais je vous propose de revenir en arrière. Freud bouleverse la conception de l'enfance comme de la sexualité. Il existe une histoire sexuelle infantile antérieure à la vie sexuelle adulte qui pèse silencieusement sur la vie psychique. La sexualité infantile résulte de causes internes et externes, tout comme désormais l'étiologie de l'hystérie. Les causes internes deviennent primordiales. Elles résultent de l'existence d'une pulsion interne, la libido, et concernent l'expérience décisive de plaisir tiré par l'enfant, supplément qui, dès le début de la vie, se détache sur fond de besoins satisfaits. Les causes externes traumatiques sont reconnues et conduisent prématurément l'enfant à l'objet sexuel, je cite, pour lequel la libido ne montre tout d'abord aucun besoin. Mais de plus, Freud va découvrir la mère comme première séductrice. Je pense notamment au texte sur Léonard. Séductrice et donc activant les forces de vie par l'excitation dont elle est porteuse, soutenant l'émotion érotique naissante du bébé qu'elle marque durablement de son empreinte. L'origine de la sexualité humaine inconsciente est marquée du saut de l'amour ambivalent de la mère pour son enfant, de la sublimation de ses propres pulsions érotiques qu'elle adresse sans le savoir à son enfant, dans lequel elle trouve un objet de consolation de ses besoins insatisfaits, mais sans nécessairement que ça soit la même situation que celle de Léonard de Vinci. L'expérience de séduction originaire est aussi indispensable donc que violente. La mère tire le bébé loin de la DZ initiale et Ferenczi va plus loin. Il souligne l'importance de cette force vitale pour le bébé encore proche de la pulsion de mort, qui a besoin de recevoir, selon lui, un fort soutien à ses fragiles forces de vie. La séduction constitue ainsi un facteur vital intense du développement physiologique comme psychique, dans la mesure où l'inhibition de la pulsion quant au but permet bien à l'affect de se muer en tendresse. Ainsi, l'érotisme maternel procède d'une réactivation de sa propre sexualité infantile dans la rencontre avec le bébé. La massivité de la pulsionalité de la mère est une réponse aux motions tout aussi intenses que lui adresse son enfant. La présence du bébé réveille en l'adulte l'infantile, l'inconscient, un passé enfoui et quasi non remémorable. Laplanche repense le traumatisme dans une chaîne intergénérationnelle et à l'instar de Claude Janin, il considère la sexualité comme nécessairement traumatique, résultant d'une effraction constitutive du sujet. L'adulte s'inscrit dans une chaîne de séduction et de refoulement toujours actif, ce qui n'exonère en rien l'adulte de sa responsabilité face à l'enfant, quand bien même il faille en référer à l'enfance de l'adulte. Si la psychanalyse permet d'expliquer les mouvements psychiques, elle n'autorise ni ne justifie les actions des sujets. L'hypothèse de l'inconscient ne saurait justifier aucun passage à l'acte. L'enfant abusé. Freud, dans les 3 essais, montre que des pratiques sexuelles perverses intoxiquent et exposent l'enfant à une acuité pulsionnelle qu'il ne peut canaliser, déclenchant une répétition irrésistible et une dépendance traumatique à la jouissance. Initialement, le pervers polymorphe désigne cet enfant séduit par l'adulte. L'événement traumatique peut être minime, un baiser surpris entre les parents, ordinaire, innocent, sans être pour autant anodin pour l'enfant. Ferenczi qualifie les adultes abuseurs de pervers, mélangeant les jeux d'enfants avec leurs propres désirs sexuels. Nathalie Salzman y voit l'action d'affects de haine inconsciente. Je la cite. Le partenaire y est en place d'objets à consommer et à détruire, davantage que d'objets amoureusement désirés. Claude Dallier va lui insister, entre autres, parce qu'il a beaucoup écrit sur le sujet, sur une tentative d'échapper à l'angoisse de la passivité. Pour Gérard Zweig, l'enfant abusé fait figure de fétiche condensant tous les acteurs d'une scène primitive narcissique, sans extériorité, où se déploie l'identification à une mère incestueuse, à un père de la horde sexuellement dévoyé
et à un enfant tout-puissant. Je n'insiste pas ici, nous y reviendrons dans la journée, sur les empiètements de génération en génération des familles incestueuses, sur les familles démentalisées, où le langage ne remplit pas sa fonction symbolique, ou encore sur l'importance de la transmission du surmoi. Ferenczi propose une approche clinique descriptive de l'enfant victime d'inceste qui ressent tout d'abord un fort dégoût et une réaction de rejet. L'enfant se trouve aux prises avec une confusion et un clivage. Il est, je cite, à la fois innocent et coupable. Sa confiance dans le témoignage de ses propres sens, est brisée. Répulsion et refus se convertissent en obéissance, sous l'effet de la peur et de la culpabilité ressentie. La confusion de l'enfant s'accompagne d'un mouvement d'identification à l'agresseur pour supporter la violence et d'introjection de la culpabilité de l'adulte pour survivre. Seul moyen psychique à sa disposition pour faire disparaître l'agresseur en tant que réalité externe et violente, l'abus dont il a été victime devient un acte auquel il pense avoir participé volontairement et qui mérite punition, ce d'autant que l'adulte tente souvent de s'exonérer de sa faute, voire de toute faute. On comprend mieux le peu de situations dénoncées par les enfants eux-mêmes. Un instant. Ferenczi apporte des éléments théoriques nouveaux sur la nature du traumatisme vécu par l'enfant. L'érotisme de l'adulte est marqué par l'ambivalence à l'égard de l'objet. L'une des raisons du traumatisme pour l'enfant est que cette période et que cette expérience de la haine lui est incompréhensible, car cette dualité ambivalente lui est encore étrangère. Autrement dit, ce qui ne peut être traité par l'économie psychique de l'enfant est l'intensité émotionnelle et les revirements passionnels trop contrastés qui l'accompagnent, de même que l'ambivalence d'émotions qui traversent la sexualité de l'adulte. La scène primitive va en devenir terrifiante. Ferenczi considère le large spectre des situations traumatiques potentielles à l'égard de l'enfant, comme entre adultes sous ses yeux, les yeux de l'enfant. Il vise là l'effraction pulsionnelle ressentie par l'enfant dans l'adresse érotique de l'adulte, qu'il s'agisse d'une effusion apparemment légère ou d'un acte tombant sous le coup de la loi. Ce qui évidemment nous complique beaucoup le travail à nous. La séduction, et le rend en même temps très intéressant. La séduction abusive détourne l'enfant des préoccupations érotiques de son âge, ne respecte pas l'auto-érotisme de la sexualité infantile, contrarie le cours de son développement. Elle peut détruire sa capacité de création et de transformation d'objets, indépendamment de la présence réelle de l'autre. J'insiste sur un point qui me paraît essentiel au regard de notre question initiale. Tout traumatisme psychique n'implique pas la mise en œuvre d'un abus sexuel. Mais le psychisme effracté tente le plus souvent de le reconstruire comme séduction, grâce au travail du masochisme primaire qui permet alors de survivre et de sauvegarder les potentialités de plaisir. Alors, quelques mots sur les effets de la séduction dans les traitements. Je ne vais faire qu'esquisser certaines idées qui vont être largement déployées dans la journée. Quelle que soit la situation thérapeutique, la séduction originaire, l'actualisation du schéma adulte-infance se retrouve dans la cure, d'où l'intranquillité sans fin des thérapeutes, des analystes que nous sommes. En outre, concernant les traitements avec l'enfant, celui-ci mobilise dans la rencontre un appareil psychique en cours d'évolution. Enfin, si l'on part de l'idée qu'un transfert maternel et paternel sur le thérapeute est indispensable au traitement de l'enfant, la cure se trouve donc imprégnée de sexualité parentale, sans compter les inévitables projections de fantasmes incestueux sur les thérapeutes. Concernant le traumatisme, différentes options et conceptions thérapeutiques se présentent. Le traitement pourra, pour Ferenczi et Winnicott, permettre de rejouer quelque chose d'essentiel qui n'a pas eu lieu, un travail réparateur, convoquant une régression à la dépendance qui permet de revenir au moment où doit se constituer ce qui a fait défaut ou ce qui a été destructeur. Pour d'autres, au contraire,
c'est sur le mouvement pulsionnel lui-même que l'on mise. Le traitement ne consiste plus à combler le manque ou à guérir la blessure en elle-même, mais à créer les conditions pour que, reconnu, il puisse être pulsionnellement assumé. En cherchant dans le même mouvement comment le traumatisme peut être traité comme une force qui peut prendre sens et donner du sens. Le travail en double des Botella, la capacité à se montrer médium malléable, l'attention portée au travail du négatif de Green, sont des voies pour répondre à ces attentes régressives, sans pour autant enfermer sa réponse dans l'efficacité symbolique réparatrice. Enfin, et j'en terminerai là, face aux révélations d'abus ou aux doutes sur leur existence, l'exigence de neutralité de l'analyste qui préside à la conduite de la cure, et des thérapeutes en général, ne s'applique pas tout à fait à sa place dans le champ social, ni strictement dans notre pratique institutionnelle, même si les rôles pourront, dans les bons cas, trouver à se répartir afin que l'écoute contre-transférentielle soit préservée, même si elle est nécessairement mise en difficulté par essence dans ces situations, par un effet de confrontation au crime originel. Les relations d'équipe seront elles-mêmes mises à l'épreuve, traversées par des mouvements de clivage et une communauté de déni qui concerne en réalité les éprouvés de l'enfant et de sa famille, sans compter les difficultés institutionnelles et les difficultés de tout un chacun participant aux institutions. La question se pose dès lors, ainsi, comment chacun, et ensemble, chercher à se réorganiser pour pouvoir traiter le trauma, se retrouver un chemin de pensée et d'élaboration, et faire face aux effractions du corps institutionnel. Je vous remercie.